Dans un monde où les mots peuvent être des armes ou des ponts, il est essentiel de se rappeler que la poésie est l'expression de l'âme et la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Bonjour à tous, bienvenue sur la méthode pacifique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un artiste slameur et écrivain, un véritable architecte de la parole. À travers ses vers, ses mots et les réseaux sociaux, il tisse des liens entre les cœurs, éclairant les ombres de notre société. Nous recevons aujourd'hui un griot des temps modernes pour qui la bienveillance est un mot qui résonne très fort et qui devrait guider toutes nos actions. Abdourahim Maboudou, de son nom d'artiste Bravo, est notre invité. Un nouveau soleil s'est levé tout radieux, plein de vie et d'espoir. Un nouveau soleil peint de nous sous le poids de ces fils de feu délicieux. Aujourd'hui, main dans la main, nous marcherons à pas pressés, côte à côte et dos à nos yeux froissés, seuls face à notre destin désormais. Dos à cette terre où poussent sang, eau, conflits, guerres et autres turpitudes de cette terre, en souffrance et aux maux en course. Allons mes frères, allons au loin, loin de cette mondanité et de l'argent religieux. Allons retrouver et adorer l'humanité. Allons loin de cette terre inondée de vanité. Allons chercher dans l'ailleurs incertain un certain espoir. Ce qui reste encore d'humain en l'homme. Au vent, allons donc souffler notre désespoir et des oiseaux attendre un cri, un chant d'espoir. Allons à bord des vagues tempêtées et crachées à la mer bile de notre colère. Soubeda, Soudo, ici au Soudan. Allons offrir un dernier bain à nos corps laids, rafraîchir et libérer la beauté encore cachée. Soubeda, Soudo, ici au Soudan, loin de nos couleurs, de nos défauts, de nos différends. Allons, rapprochons-nous malgré nos divers rangs, redessinons l'arc-en-ciel d'une seule et même main, main dans la main, retraçons un nouveau chemin. Ici au Soubeda, Soudo. Allons, mes sœurs, allons retrouver, allons redonner vie à la vie. Allons compter le combat de nos héros. Je vous parle de Béranzin, de Bioguera, de Kaba. Oui, allons raconter au monde l'histoire de notre peuple et de nos parents sacrifiés. Allons réécrire l'histoire, celle qui nous définit, signifie et dignifie. Allons maintenant, fils d'ici et d'ailleurs, allons loin d'ici bas. Allons là-haut peut-être, mais allons loin de la guerre. Oui, allons maintenant. Allons en paix. Merci. Alors, à l'état civil, Bravo répond au nom de Maboudou Abdourahim. Il a une licence en anglais, option études africaines, c'est-à-dire littérature et civilisation africaine, à l'université d'Abomey-Calavi. Bravo évolue dans sa passion ou dans ses passions qui tournent entre autres autour de l'écriture, autour de l'art oratoire, j'entends par là le slam, et également autour du tourisme, les voyages et la valorisation de tout ce qui est site touristique. Maboudou Abdourahim, pourquoi Bravo? Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Bravo? C'est une question que je pose tout le temps. Donc 2008, c'est la classe de quatrième. Avec mes amis, nous avons lu à tour de rôle un polar, un roman policier. Et dans le roman, il y a un groupe d'agents secrets. Et chaque agent secret a un surnom, un nom de code. Donc, il y a un qui est Sunderland, il y a Genèse, il y a Paris, il y a Bagnères, il y a Bravo.
Donc, chacun a sa particularité, mais la particularité de Bravo, c'est le dernier agent en fait. Quand tous les autres vont sur le terrain et échouent, c'est Bravo, on envoie un dernier recours et on sait que lui, il n'y a pas moyen qu'il échoue. C'est toujours lui qui va faire les missions les plus improbables et les plus impossibles. Donc, avec mes amis, nous avons lu à tour de rôle ce roman. Et à la fin, puisqu'on faisait le nombre que faisaient les agents secrets dans le livre, chacun s'est attribué un personnage. Et le dernier personnage qui restait, c'était Bravo. Et c'est ça que j'ai pris. Après, je l'ai gardé parce que je me suis dit, c'est un idéal. Et on ne dit pas bravo à quelqu'un qui fait mal, c'est toujours quelqu'un qui fait bien, qui reçoit les bravos. Et en même temps, ça me permet de rester dans cette philosophie-là. Au quotidien, il faut que je fasse des choses pour que les gens puissent me dire bravo tout le temps. Bravo, tu t'identifies plus en tant que poète ou en tant qu'écrivain ou en tant que slameur. Comment est-ce que tu t'identifies le mieux? Je m'identifierais plus à un écrivain parce que tout est parti de l'écriture. Et après, on m'a dit, mais ce que tu écris, il faut que les gens l'entendent parce que tout le monde n'a pas le temps de s'asseoir et de lire. Mais il faut que tu ailles sur scène pour dire ça. Donc, l'oratoire ou le slam est venu après. Donc, à D'accord. la base, je me vois beaucoup plus écrivain, mais pour des questions stratégiques ou de positionnement, l'écriture viendra en off, en arrière-plan, et je vais me positionner beaucoup plus comme un slammer ou un griot des temps modernes. Tu fais du bon boulot en ce qui concerne l'utilisation de ton art, de ta passion en faveur de la communauté, en faveur de la société. Je ne vais pas m'étendre dessus, je vais te laisser nous dire comment est-ce que tu utilises ton art au service de la communauté. Euh, Là, tout de suite, j'ai toujours été révolté par ceux qui pensent que, dans un premier temps, les écrivains sont des gens qui ont des écrivains, et avec ça, ils nous dérangent. Ils pensent qu'on écrit dans le vide et que tout ce qu'on écrit, ça ne tient pas la route et que c'est du temps perdu. Dans un second temps, d'autres pensent que les slameurs, c'est-à-dire ceux qui sont des paroliers, ils pensent que ils ne disent rien de bon. Soit c'est pour embrouiller les filles, arracher des cœurs, ou soit c'est pour parler dans le vide. Donc, quand je reviens du côté de l'écriture, donc dans ma posture d'écrivain, euh, je vais donner juste des exemples et je vais laisser les exemples parler eux-mêmes. D'accord. En 2020, précisément en août 2020, j'ai écrit 2 textes qui ont été relayés plusieurs fois sur Facebook et WhatsApp. Le texte portait sur Imran, l'artiste Imran, que j'ai rencontré en 2018 dans des conditions pas les plus tristes, en fait. Et donc, ça m'a révolté. J'ai écrit sur lui et beaucoup me demandaient s'il était décédé. J'ai dit non, mais peu à peu, il est en train de mourir dans nos consciences ou dans nos cœurs. Et si on ne fait rien, il va mourir puisqu'il est dépressif, il est souffrant dans le temps et il fallait des soins. Le test a touché plus d'un et précisément Monsieur Marcel Orofico, avec qui on était dans un groupe ensemble sur WhatsApp. Et il a tagué, il a instruit le grand frère Rodrigo Tovi qui a pris l'initiative, qui a pris le taureau par les cornes en fait. Et ils ont lancé cette pétition, cette campagne. Et 2 semaines après, Imran a été interné et a reçu des soins de la part du gouvernement. En février 2021,
Imran fêtait, je crois, ses 53 ans et en même temps, il sortait de l'internat et il était totalement rétabli. En mars 2021, après une enquête que j'ai menée dans certains camps Peul et les villages Bariba ici, je suis tombé sur une jeune fille Peul qu'on appelle Bibata qui a une tumeur, un cancer au niveau de la joue et elle traînait ça depuis l'âge de 4 ans. Et l'objectif de l'enquête, donc de l'enquête Arche, c'était de venir en aide aux gens qui étaient en situation. Mais vu la tumeur, vu l'état d'avancement de cette tumeur, s'il fallait attendre aujourd'hui, c'est que la fille ne serait plus en vie. Donc, j'ai écrit un texte où j'ai décrit la situation. Le texte a été relayé plus de 300 fois sur Facebook. C'est encore là. Un monsieur a été tagué dans la publication. Jusqu'aujourd'hui, il me refuse de dire son nom. Tout de suite, il m'appelle. Il demande si c'est bien moi, Maboudou Abdourahim. Je dis oui. Est-ce que ce que j'ai écrit est vrai? J'ai dit c'est très vrai. S'il veut, je vais l'amener dans la chambre où crèche la fille. Il a dit d'accord. De prendre les dispositions qu'il faut et de lui faire un retour concernant le montant. Donc, le lendemain, j'ai pris la route pour aller à Ndali au niveau de l'hôpital. Padre Pio, j'ai fait les examens, j'ai fait tout ce qui pouvait me permettre d'avoir un coup sur l'opération, l'intervention chirurgicale. Donc, dans un premier temps, ça s'élevait à 500 000. Notre bienfaiteur n'a pas hésité. Tout de suite que je l'informe, à faire le dépôt sur mon numéro. Je dis waouh. Oui. En même temps, je prends mes effets et je vais m'installer à Ina parce que Ina est à 12 km de Ndali et ça me permettait de faire les navettes. Donc, pendant un mois, on a fait tout ce qu'il faut et l'argent manquait parce qu'il fallait d'autres frais supplémentaires. Le bienfaiteur a envoyé 300 000 encore. Pour faire court, aujourd'hui, Bibata se porte très bien. Ça joue, les photos sont encore sur Facebook là. Ça joue, est totalement revenue à la normale et elle est mariée déjà depuis mars passé. Oui, oui, parce que c'était à cause de ça que elle ne trouvait pas de mari. Quand le prétendant vient voir l'état de la joue, cette personne se retourne. Actuellement, elle est à Guessou Sud. Toujours concernant cette enquête qu'on a menée en 2020 et qui s'étendait jusqu'à février 2021, j'ai rencontré un petit Peul qui est mendiant et va souvent à l'école coranique. Et le petit Peul, il s'appelle Bouraï. Donc, il pleurait à chaudes larmes qu'il veut me suivre à Cotonou, il veut aller à l'école du Blanc parce que sa maman est veuve. Et leur grand frère, c'est quelqu'un qui ne fait que fumer et taper la maman. Donc, le petit veut aller à l'école. Il disait qu'il veut aller à l'école comme moi, trouver un boulot et sortir sa maman de la maison, sortir sa maman de la galère. Et ça me fait un pincement au cœur. Je dis au petit, moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des connaissances. Je vais leur écrire et on va voir ce que ça donne. Le petit, il est à Wessene. C'est un petit village à l'est, au niveau de Sorila. Donc, j'écris le test et le test a été relayé. Le test est tombé dans les mains du maire de Gorgounou, qui est en réalité le président de la communauté Peul du Bénin, je crois. Donc, le maire, qui est la première autorité de la commune, il me contacte, je lui donne les informations, les coordonnées, et en relation avec le délégué du village, ils ont pu récupérer le petit, ils l'ont inséré à l'école, il suit des cours en accéléré. Quant à son grand frère, lui, il a été sérieusement sermonné par le délégué et les autres autorités locales
Et là maintenant, lui, il est en train de suivre un traitement pour abandonner la cigare, même si on sait que ça va pas être facile. Oui. Donc, voilà trois petits exemples. Les écrivains, c'est des gens qui sont là et qui ont la sensibilité de toucher les cœurs. Donc, c'est eux, par exemple, qui peuvent faire prendre une décision à quelqu'un parce qu'ils savent comment écrire pour toucher telle ou telle personne. Et du côté des slammers, c'est un peu pareil comme les écrivains. Le slammer, c'est quelqu'un qui travaille avec l'émotion. S'il arrive à t'émouvoir sur le champ, tu vas prendre des décisions et après, tu vas te dire, ah, comment est-ce que j'ai pu prendre une décision de ce genre? Bien sûr. Donc, que ce soit une bonne décision ou une mauvaise décision, le slammer ou le parolier est capable de ça parce que dans la force de sa parole, il y met pas que le cœur, mais c'est toute son âme, il met dedans en fait. Je crois qu'il n'y a pas un jeune qui soit animé d'une volonté manifeste de conflit ou de guerre. Tout jeune que nous sommes ou nous soyons, nous voulons la tranquillité, la quiétude, parce que nous voyons ce qui se passe ailleurs. Et depuis un moment, l'ailleurs n'est plus ailleurs que ça. C'est venu un peu plus chez nous. Donc, quand on a commencé par avoir des tensions de terrorisme ou de conflits par-ci, par-là, nous avons compris l'importance de nous tourner vers ceux-là qui détiennent les outils pour mieux nous apprendre à marcher, pour mieux nous apprendre à poser les pas. Je veux indexer les leaders religieux, les sages. Parce que quand ça chauffe, les jeunes aussi ne savent plus où mettre la tête. Soit nous nous mêlons à la danse et on commence par faire du bruit, du tapage partout, mais ça ne va pas résoudre la situation. Donc, en période de crise ou de tension, les jeunes écoutent beaucoup plus les adultes, les sages, parce que c'est eux qui vont dire, les jeunes, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et puisque le jeune aussi veut que les choses aillent bien ou mieux, il est obligé de coopérer. La méconnaissance de l'histoire de nos sociétés culturelles fait que nous sommes aujourd'hui face à ce qui se passe. Plus loin, nous avons tourné dos à nos richesses ou valeurs culturelles et nous nous sommes focalisés à 100% sur tout ce que la modernité apporte, de bon ou de mauvais. Je ne suis pas contre la modernité, je suis contre le fait de se mettre à 100% dedans. Donc, si aujourd'hui, il faut parler, c'est d'abord la tolérance, l'acceptation de l'autre et surtout la bienveillance. La bienveillance, c'est un mot qui sonne très fort, moi, dans ma tête ou dans mon quotidien. Accueillir l'autre comme quelqu'un d'humain et non quelqu'un de sauvage. C'est d'abord ça. Ne pas voir en lui le diable, le démon. Non, non, non. Il faut l'accueillir d'abord comme un être humain et le traiter tel. Mais si tout de suite on dit peul et que tu dis, ah oui, voilà, c'est les sauvages, c'est eux là qui égorgent les gens, tu ne lui donnes pas la possibilité de faire acte d'amour ou de faire preuve de bienveillance. Parce que le fait de le traiter ainsi va continuer à susciter cette haine. Ça va réveiller ce côté obscur de lui. Oui. Et ce côté ne va même pas te profiter en fait. Mais si tu l'accueilles avec amour, bah, c'est l'amour qui va te retourner en échange en fait. Bien sûr. Ce sera tout pour nos échanges du jour. Abdourahim Maboudou a été notre invité. Merci à vous de nous avoir écoutés. Portez-vous bien.